Le 18 novembre 1978, dans une région isolée de la jungle du Guyana, une scène inimaginable attend les secours. Des centaines de corps sont étendus au sol. Hommes, femmes, enfants. Plus de 900 personnes ont perdu la vie. Pendant des années, cette affaire a été résumée en une seule phrase. Le plus grand suicide collectif de l'histoire moderne. Mais cette version reflète-t-elle vraiment la vérité? Car lorsque l'on remonte le fil de cette histoire, on découvre quelque chose de bien plus troublant. Une histoire qui ne se commence pas avec une tragédie. Elle commence avec un homme que beaucoup considèrent comme un héros. Ici, les faits sont réels. Mais la vérité est souvent bien plus sombre. Bienvenue dans les dossiers de l'ombre. Bien avant que le nom de Johnstown ne fasse la une des journaux du monde entier, un homme attirait déjà l'attention. Son nom, Jim Jones. Aujourd'hui, lorsqu'on entend ce nom, on pense immédiatement à l'une des plus grandes tragédies du XXe siècle. Mais à ses débuts, son image était totalement différente. Pour comprendre pourquoi des centaines de personnes lui ont fait confiance, il faut revenir des années en arrière. Nous sommes dans l'Amérique des années 1950. À cette époque, le pays est profondément divisé. La ségrégation raciale est présente partout. Dans certaines villes, les minorités sont mises à l'écart, voire persécutées. Ils prient ensemble, étudient séparément, et pour beaucoup, cette situation semble normale. Pour beaucoup, mais pas pour Jim Jones, qui lui refuse catégoriquement cette idée. Dans son église, il ouvre les portes à tout le monde, peu importe la couleur de peau, peu importe l'origine, peu importe le milieu social. Aujourd'hui, cela peut sembler évident, mais à l'époque, cette décision est loin de faire l'unanimité. Pour certains, Jim Jones apparaît comme un agitateur, pour d'autres, c'est un homme courageux. Mais surtout, il offre à beaucoup de personnes quelque chose qu'elles n'ont jamais réellement connu, le sentiment d'appartenance. Rapidement, son mouvement grandit. Semaine après semaine, mois après mois, de plus en plus de personnes rejoignent son église. Et contrairement à l'image que l'on se fait parfois des sectes, la majorité de ses fidèles sont des personnes ordinaires. Des familles, des travailleurs, des retraités, des étudiants, bref, il englobe une grande majorité de personnes et accueille tout le monde. Des personnes qui pensent sincèrement participer à quelque chose de positif. Et il faut reconnaître une chose, à cette époque, Jim Jones aide réellement certaines personnes. Il organise des distributions de nourriture, il soutient des familles en difficulté, il aide des personnes âgées, il apporte une aide concrète à ceux qui en ont besoin. Pour beaucoup, il n'est pas simplement un pasteur, il est quelqu'un qui améliore véritablement leur quotidien, quelqu'un qui les écoute, quelqu'un qui leur tend la main. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si troublante. Car lorsqu'une personne vous aide, lorsqu'une personne est présente dans les moments les plus difficiles, naturellement, vous lui faites confiance. Et cette confiance devient très rapidement la ressource la plus précieuse qu'un leader puisse posséder. Les années passent, l'influence de Jim Jones continue d'évoluer, de grandir, et ses sermons attirent des foules toujours plus importantes. Ses fidèles l'écoutent très attentivement. Certains le considèrent même comme un guide, d'autres comme un exemple. Et pour certains, il devient bien plus qu'un simple pasteur. Il devient un conseiller, un ami, et parfois même une figure paternelle. À ce stade, peu de personnes imaginent que cette confiance va devenir nocive. Car derrière l'image du défenseur des plus faibles, derrière les discours d'espoir et derrière cette communauté qui semble unie, quelque chose est déjà en train de changer. Mais pour l'instant, presque personne ne le remarque, ou du moins, personne ne veut le remarquer. À mesure que son mouvement grandit, Jim Jones gagne quelque chose de bien plus important que l'argent ou la célébrité. Il gagne l'influence. De plus en plus de personnes l'écoutent, de plus en plus de personnes lui font confiance. Et pour beaucoup, sa parole commencerait même à avoir plus d'impact que celle de leur propre famille. Mais derrière les discours d'espoir et de solidarité, certains comportements commencent à inquiéter. Jim Jones ne supporte plus la contradiction. Ceux qui remettent ses décisions en question peuvent être humiliés devant la communauté. Ceux qui critiquent ses méthodes deviennent les ennemis de cette dernière. Et progressivement, une idée s'installe. Une idée simple, mais dangereuse. Si vous êtes contre Jim Jones, vous êtes de par ce fait contre la communauté.
Pour ses fidèles, la frontière entre l'homme et le mouvement commence peu à peu à disparaître. Et plus cette frontière disparaît, plus Jim Jones devient puissant. Pourtant, ce n'est pas ce changement qui va le rendre célèbre. Car à la fin des années 1960, une nouvelle peur s'empare de lui. Une peur qui va bouleverser le destin de tous ceux qui le suivent. La peur de perdre le contrôle. À la fin des années 1970, Jim Jones est convaincu que son mouvement est menacé. Selon lui, les médias mentent. Le gouvernement chercherait même à le détruire, et ses ennemis sont partout. Alors, il propose une solution radicale. Quitter les États-Unis. Loin des critiques, loin des autorités, loin de tous ceux qui, selon lui, chercheraient à mettre fin à leurs rêves. Pour accueillir sa communauté, Jim Jones choisit un endroit particulier, très isolé, au cœur de la jungle du Guyana en Amérique du Sud. C'est là qu'il promet à ses fidèles quelque chose d'extraordinaire, un nouveau départ. Une société plus juste, un monde où chacun travaillerait pour le bien commun, un endroit débarrassé du racisme, de la pauvreté et des injustices qu'il dénonce depuis tant d'années. Pour beaucoup, cette promesse devient très vite irrésistible. Certains vendent leurs biens, d'autres quittent leur emploi, et beaucoup laissent derrière eux famille et amis, car ils sont persuadés de participer à quelque chose de bien plus grand qu'eux. Ils pensent construire l'avenir. Et je dirais même plus loin en expliquant qu'ils cherchent même à construire un nouveau paradis. Et pendant ce temps, certains croient même que leur rêve est en train de devenir réalité. Mais lorsqu'ils arrivent à Johnstown, les premiers signes de désillusion apparaissent rapidement. La jungle est écrasante, la chaleur est omniprésente, et l'humidité rend chaque tâche bien plus difficile. Et très vite, les journées deviennent épuisantes. Les habitants travaillent pendant des heures et des heures dans les champs, sous un soleil de plomb, avec très peu de repos. Au début, beaucoup acceptent ces difficultés. Après tout, construire une société demande des sacrifices. Mais plus les semaines passent, plus certains commencent à se poser des questions. Car le véritable problème n'est pas vraiment la chaleur, ni la jungle, ni le travail. Le véritable problème, c'est l'isolement. Des kilomètres de jungle entourent Johnstown. Aucune grande ville à proximité. Aucune échappatoire simple. Et peu à peu, certains habitants comprennent qu'ils ne sont peut-être pas aussi libres qu'ils pensent l'être. Leurs passeports sont conservés par l'organisation et Jim Jones lui-même, le courrier est surveillé, les conversations sont parfois écoutées, et les critiques sont toujours aussi mal vues qu'au début, et entraînent lynchement en public. Petit à petit, quitter Johnstown cesse d'être une décision, et devient presque une impossibilité. Pour beaucoup, revenir en arrière n'est plus vraiment envisageable. Ils ont tout abandonné pour être ici. Leur maison, leurs économies, leur travail, leur famille, bref, leur ancienne vie. Alors, ils restent. Même lorsque les doutes apparaissent. Même lorsque la peur commence à s'installer. Mais ce qui se passe une fois la nuit tombée est encore plus troublant. En effet, partout dans le camp, des haut-parleurs diffusent régulièrement la voix de Jim Jones. Et ce, même de nuit. Ses discours, ses avertissements, ses messages, même lorsqu'ils essayent de dormir, ses fidèles continuent de l'entendre. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Et tandis que Johnstown s'enfonce dans l'isolement, Jim Jones devient lui aussi de plus en plus inquiétant. Il affirme que des ennemis approchent, que des attaques sont imminentes. Il apparaît désormais comme quelqu'un de paranoïaque. Leur communauté est-elle vraiment en danger ? C'est ce qu'il affirme. Puis arrivent les White Nights, les nuits blanches. Des exercices organisés au milieu de la nuit. Parfois, les habitants sont réveillés brusquement, rassemblés en urgence au centre du camp, puis Jim Jones leur annonce que la fin est arrivée, que des ennemis seront bientôt au camp et qu'une attaque est imminente, que le moment est venu de prouver leur loyauté. Dans certains témoignages, d'anciens membres racontent avoir reçu un verre contenant un liquide présenté comme du poison. À cet instant, beaucoup pensent vivre leur dernier moment. Le silence s'installe, les regards se croisent, certains pleurent, d'autres hésitent. Puis, après de longues minutes de tension, Jim Jones révèle la vérité. Le liquide n'était pas empoisonné. Tout cela n'était qu'un test, un exercice. Une expérience destinée à mesurer la fidélité de ses partisans. Et c'est précisément ce qui rend la situation si inquiétante.
car plus ces exercices se répètent, plus l'impensable devient normal, plus les limites disparaissent, plus le contrôle s'installe. À ce stade, Johnstown n'est plus la communauté idéale promise aux fidèles, c'est devenu un monde fermé, un monde où Jim Jones contrôle presque tout, ce que les gens entendent, ce que les gens pensent, et parfois même ce qu'ils craignent. Mais pendant que Johnstown se referme sur lui-même à des milliers de kilomètres de là, certaines personnes commencent à entendre des rumeurs inquiétantes. Des rumeurs qui vont bientôt attirer l'attention d'un homme, déterminé à découvrir la vérité. Un homme qui s'apprête à entrer par lui-même à Johnstown, et qui ne sait pas encore qu'il va mettre les pieds dans l'un des endroits les plus dangereux du monde. Pendant des années, Johnstown est resté caché au cœur de la jungle, loin des regards, loin des journalistes, loin des autorités. Mais malgré tous les efforts de Jim Jones pour isoler sa communauté, certaines histoires commencent à en franchir les frontières. Aux États-Unis, des familles s'inquiètent, des parents, des frères, des sœurs, des amis, toutes les personnes qui au final ont été laissées derrière commencent à se poser certaines questions. Des personnes qui n'ont parfois plus aucune nouvelle de leurs proches et ce depuis des mois. Au début, ce ne sont que des inquiétudes, puis viennent les lettres, les témoignages, les rumeurs. Certaines personnes racontent que leurs proches semblent prisonniers, d'autres affirment que ceux qui veulent partir en sont empêchés. Et plus les récits s'accumulent, plus une question revient. Que se passe-t-il réellement à Johnstown ? Parmi ceux qui entendent ces histoires se trouve un homme qui décide de ne pas détourner le regard. Son nom, Leo Ryan. Membre du Congrès américain, contrairement à beaucoup d'autres responsables politiques, Leo Ryan a une réputation particulière. Lorsqu'il enquête sur une situation, il ne se contente pas de lire des rapports, il veut voir les choses de ses propres yeux. Alors, lorsque plusieurs familles lui demandent de s'intéresser à Johnstown, il accepte immédiatement. À ce moment-là, personne n'imagine encore ce que cette décision va provoquer, pas même lui. Pour Leo Ryan, l'objectif est simple, découvrir la vérité. Rien de plus, rien de moins. En novembre 1978, il réunit une petite délégation, des journalistes, des proches de membres du Temple du Peuple et plusieurs observateurs. Puis il prend la direction du Guyana. Lorsque la nouvelle de cette visite atteint Johnstown, l'inquiétude s'installe immédiatement. Car pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un venant de l'extérieur va pouvoir observer ce qui se passe réellement. Et ça, Jim Jones le sait. Pourtant, publiquement, tout est prêt. Les habitants sont invités à sourire, à paraître heureux, à montrer que la communauté fonctionne parfaitement. Lorsque Leo Ryan arrive enfin à Johnstown, l'accueil semble chaleureux. Les habitants chantent, sourient, dansent, discutent avec les visiteurs. Et à première vue, rien ne paraît anormal. Et pendant quelques heures, il est même possible de croire que les accusations étaient exagérées, que les rumeurs étaient fausses, que Johnstown est simplement une communauté différente. Mais derrière les sourires, quelque chose ne tourne pas rond. Certains habitants évitent le regard des visiteurs, d'autres semblent nerveux, comme s'ils avaient peur de dire quelque chose qu'ils ne devraient pas dire. Puis, un événement va tout faire basculer. Pendant la visite, un membre de Johnstown parvint discrètement à faire passer un message à l'un des journalistes présents. Un simple morceau de papier. Quelques mots seulement, mais ces mots changeront tout. Le message est clair, certaines personnes veulent partir. Et elles ont peur. À partir de cet instant, la situation n'est plus la même. Les visiteurs comprennent qu'il existe une autre réalité. Une réalité cachée derrière la façade soigneusement préparée pour leur arrivée. Rapidement, plusieurs habitants commencent à se manifester. Certains demandent de l'aide, d'autres expliquent qu'ils souhaitent quitter Johnstown. Et pour la première fois depuis des années, une porte semble s'ouvrir, un espoir apparaît. L'espoir de pouvoir rentrer chez soi, l'espoir de retrouver une vie normale. Mais dans le même temps, la tension devient presque palpable, car chaque personne qui demande à partir représente un échec pour Jim Jones. Et plus les départs se préparent, plus son comportement devient imprévisible. Pour la première fois depuis la création de Johnstown, son contrôle commence à lui échapper. Et lorsqu'un homme qui a bâti tout son pouvoir sur le contrôle commence à perdre ce contrôle, les conséquences peuvent devenir catastrophiques. Ce que personne ne sait encore, c'est que les prochaines heures vont changer l'histoire à jamais. Au départ, la visite de Leo Ryan semble être une réussite. Les habitants discutent avec les visiteurs, les journalistes prennent des notes et les caméras enregistrent pendant des heures entières. Et Johnstown commencerait presque à ressembler à ce que Jim Jones prétend être. Une communauté paisible, une expérience sociale ambitieuse, un refuge loin des problèmes du monde extérieur.
Mais derrière cette façade soigneusement construite, les fissures deviennent de plus en plus visibles. Le message transmis en secret aux journalistes n'était pas un cas isolé. D'autres habitants commencent à approcher discrètement les visiteurs. Certains profitent d'un moment d'inattention, d'autres attendent d'être à l'écart. Tous ont quelque chose en commun. Ils veulent partir. Pour la première fois depuis des années, ils voient une opportunité, une sortie, un moyen d'échapper à l'emprise de Johnstown. Et lorsque la nouvelle commence à circuler dans le camp, la tension devient presque palpable, car chaque personne qui demande à quitter la communauté représente bien plus qu'un simple départ. Pour Jim Jones, c'est une remise en question. Une preuve que son contrôle n'est plus absolu. Une menace. Au fil des heures, le nombre de défections augmente. Quelques personnes deviennent plusieurs, puis plusieurs deviennent un groupe. Certains membres du Temple du Peuple annoncent ouvertement leurs intentions de partir avec Leo Ryan. D'autres hésitent encore. Car quitter Johnstown n'est pas seulement abandonner un lieu, c'est abandonner des années de sa vie, des amis, des proches, parfois même une partie de sa famille. Alors, certains avancent, d'autres reculent. Et pendant ce temps, Jim Jones observe. Les témoignages de l'époque décrivent un homme de plus en plus silencieux, de plus en plus tendu, comme s'il comprenait que quelque chose lui échappait. Pour la première fois depuis longtemps, il ne contrôle plus totalement la situation. Et c'est précisément ce qui rend les heures suivantes si dangereuses. Car lorsqu'un système repose entièrement sur un seul homme, chaque perte de contrôle devient une crise. Puis survient un incident qui confirme les pires craintes des visiteurs. Un membre de la délégation est attaqué. L'événement est rapidement maîtrisé, mais le message est clair. Tout le monde n'accepte pas les départs. Tout le monde n'est pas prêt à laisser partir ceux qui veulent quitter Johnstown. À partir de cet instant, Leo Ryan comprend que la situation est beaucoup plus grave qu'il ne l'imaginait. La décision est prise. Ceux qui souhaitent partir, partiront, le plus rapidement possible. Le lendemain, plusieurs membres du Temple du Peuple montent à bord d'un véhicule en direction d'une petite piste d'atterrissage située au milieu de la jungle. Pour certains, c'est la fin d'un cauchemar. Pour d'autres, c'est une trahison. Et alors que les véhicules s'éloignent de Johnstown, une question plane dans tous les esprits. Jim Jones va-t-il réellement les laisser partir ? À cet instant, personne ne connaît encore la réponse. Mais une chose est certaine, le point de non-retour vient d'être franchi. Et dans quelques heures seulement, le monde entier entendra parler de Johnstown. Le 18 novembre 1978, après plusieurs jours passés à Johnstown, Leo Ryan et les membres de sa délégation s'apprêtent à quitter la communauté. Avec eux, plusieurs habitants ont fait le choix de partir. Certains ont attendu cette occasion pendant des mois. D'autres ont pris leur décision au dernier moment. Mais tous partagent le même espoir, retrouver leur liberté. Pour la première fois depuis longtemps, l'avenir semble à nouveau possible. Les véhicules quittent Johnstown et prennent la direction d'une petite piste d'atterrissage située au milieu de la jungle. Personne ne le sait encore, mais pendant ce temps, à Johnstown, quelque chose est en train de se briser. Pour Jim Jones, ces départs représentent bien plus qu'une humiliation. Ils remettent en cause tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a promis et tout ce qu'il prétend être. Pendant des années, il a convaincu ses fidèles que le monde extérieur était leurs ennemis, que Johnstown était leur refuge, leur seule protection. Et maintenant, certains choisissent de partir, sous les yeux d'un représentant du gouvernement américain, sous les yeux de journalistes, en fin de compte, sous les yeux du monde entier. Pour lui, c'est un désastre. Pendant ce temps, sur la piste d'atterrissage de Port Kaituma, les préparatifs avancent, les bagages sont chargés, les passagers s'organisent, l'atmosphère est tendue. Mais personne n'imagine encore ce qui va suivre. Puis soudain, un véhicule apparaît, puis un autre. Et en quelques instants, la situation bascule. Des hommes armés ouvrent le feu. La confusion est totale. Les personnes présentes cherchent à se protéger. Certains courent, d'autres tombent. En quelques secondes, le chaos remplace l'espoir. Lorsque les tirs cessent, plusieurs personnes ont perdu la vie. Parmi elles se trouve Leo Ryan, le premier membre du Congrès américain tué dans l'exercice de ses fonctions. Mais aussi terrible que soit cette attaque, le pire est encore à venir. Car pendant que le monde ignore encore ce qui vient de se produire sur cette piste perdue au milieu de la jungle, à Johnstown, Jim Jones rassemble ses fidèles. Hommes, femmes, enfants. Tous sont réunis. Beaucoup ignorent encore ce qui s'est passé. D'autres ont entendu des rumeurs, mais personne ne mesure réellement l'ampleur des dégâts. Personne ne comprend ce qui est sur le point de se produire. Au centre de la communauté, Jim Jones prend la parole. Sa voix résonne dans les haut-parleurs qui dominent le camp depuis des années. Selon lui, tout est terminé. Les autorités vont arriver, leur monde va disparaître, leurs ennemis vont les détruire et il ne reste plus qu'une seule option. À cet instant, certains hésitent, certains pleurent, d'autres préfèrent rester silencieux.
Mais après des années d'isolement, après des années de peur et après des années de contrôle psychologique, beaucoup ne réagissent même plus comme des individus. Ils réagissent comme des membres d'un groupe qui a appris à suivre, à obéir, à faire confiance aveuglément. Même lorsque cette confiance les conduit vers l'impensable. Dans les heures qui suivent, Johnstown devient le théâtre de l'une des plus grandes tragédies du XXe siècle. Lorsque les secours découvrent finalement le camp, le spectacle est inimaginable. Des centaines de corps recouvrent le sol. Des familles entières ont disparu. Des enfants, des parents, des grands-parents. Une communauté entière vient de s'effondrer en quelques heures. Le monde découvre alors le nom de Johnstown. Et pendant longtemps, une seule explication semble s'imposer. Le plus grand suicide collectif de l'histoire moderne. Mais cette explication est-elle réellement suffisante? Car lorsque l'on regarde tout ce qui s'est passé avant ce jour, une question demeure. Peut-on réellement parler d'un simple choix? Ou sommes-nous face au résultat de plusieurs années de manipulation, d'isolement et de contrôle psychologique? Et c'est peut-être là que se trouve la véritable leçon de cette histoire. Pendant longtemps, le monde a résumé Johnstown en une seule phrase. Le plus grand suicide collectif de l'histoire moderne. Une formule simple, rapide, facile à retenir. Mais lorsque l'on regarde cette histoire dans son ensemble, cette explication semble incomplète, car rien de tout cela n'a commencé le 18 novembre 1978. Tout a commencé bien avant la jungle, bien avant Johnstown, bien avant les White Knights. Tout a commencé avec quelque chose de beaucoup plus ordinaire, la confiance. Jim Jones n'a pas pris le contrôle de 900 personnes du jour au lendemain. Il n'est pas arrivé en annonçant ses véritables intentions. Personne n'aurait accepté, personne ne l'aurait suivi, bien au contraire. Il a commencé par aider, par écouter, par rassembler, par offrir à certaines personnes quelque chose qu'elles cherchaient depuis des années. Une communauté, un sentiment d'appartenance, un espoir. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire aussi troublante, parce qu'elle nous rappelle une réalité dérangeante. Les mécanismes de manipulation les plus efficaces ne commencent presque jamais par la peur. Ils commencent souvent par quelque chose de positif, une promesse, une solution, une personne qui semble réellement comprendre vos problèmes. Plus les limites reculent, presque invisiblement, une concession, puis une autre, puis encore une autre. Jusqu'au moment où l'on se retourne et où l'on réalise que l'on est allé beaucoup plus loin que ce que l'on aurait imaginé. C'est ce phénomène que les spécialistes appellent parfois l'engagement progressif. Et Johnstown en est l'un des exemples les plus extrêmes. Mais l'histoire de Jim Jones ne nous parle pas seulement des sectes, elle nous parle aussi de nous-mêmes. De notre besoin d'appartenir à un groupe, de notre besoin d'être compris, de notre besoin de croire que quelqu'un possède réellement les réponses. Car lorsqu'une personne parvient à devenir la seule source de vérité, la seule voix que l'on écoute, la seule personne en qui l'on a confiance, alors le danger commence. Et c'est peut-être pour cette raison que Johnstown continue de fasciner près d'un demi-siècle plus tard. Parce que cette histoire nous force à nous poser une question inconfortable. Nous aimons croire que cela ne pourrait jamais nous arriver, que nous aurions vu les signes, que nous aurions quitté la communauté à temps. Mais les habitants de Johnstown pensaient probablement la même chose. Eux aussi étaient des personnes ordinaires. Des parents, des travailleurs, des amis, des êtres humains, comme vous, comme moi. Et c'est précisément pour cela que cette histoire est si importante, parce qu'elle nous rappelle que les plus grandes tragédies ne commencent pas toujours par le mal. Parfois, elles commencent simplement par quelqu'un qui nous promet un monde meilleur. Merci d'avoir suivi cette enquête et bienvenue dans les dossiers de l'ombre.